Ah, Étienne. Bonjour à toutes et à tous et merci pour la présence aujourd'hui. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Donc, comme le disait Fanny, on va démarrer cette conférence inspirante avec Léopold de Polymorphe. L'idée, c'est de pouvoir vous laisser interagir. C'est vraiment une discussion, euh, de maximiser les échanges entre nous. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Fanny les relaiera et on vous donnera la parole. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Léopold, qui puisse se présenter en quelques minutes le projet et nous en dire un petit peu plus sur voilà, son parcours d'entrepreneuriat. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Léopold Jacquin. Je suis cofondateur de Polymorphe. Donc, c'est une association qui a été créée fin 2017. On l'a créée à deux à l'origine. Donc, c'était moi et Bonnie, qui est une amie d'études. En fait, toute cette aventure, on va dire, a commencé au printemps 2017. On est partis l'un et l'autre en voyage. Et Bonnie avait en fait déjà créé un collectif d'artistes, mais dans un autre pays en Afrique du Sud. Et moi, à l'époque, je travaillais à Lyon, pour la métropole de Lyon. Et on avait tous les deux envie de faire un projet créatif dans le milieu de la culture, où on soit un peu plus entouré d'artistes. C'est pour ça que Bonnie avait déjà mené ce projet en Afrique du Sud, mais elle avait envie de rentrer en France et de se lancer dans un nouveau projet en France. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on le ferait bien ensemble. Et du coup, on est rentré en France ensemble. Et il se trouve que, un peu par hasard, par des amis communs, on a rencontré deux agricultrices donc, dans l'Allier, près du village de Sérilly, là où on est installé aujourd'hui. Et elles sont dans une... En fait, cette ferme, c'est une ferme à Meaux. Donc, il y a 4 maisons d'habitation et 8 granges, et c'est une ferme de moutons, toujours en activité. Donc, quand on les rencontre en 2017, nous, on leur explique qu'on a envie de monter un projet culturel. On est tous les deux, à l'époque, 100% urbains, on n'a jamais vécu à la campagne, mais le courant passe bien, on s'entend bien, on adore l'endroit, et elle nous propose en fait de réinvestir une des 4 maisons d'habitation de la ferme et de nous apprendre à la rénover. Donc, on se lance dans ces travaux avec elle pendant 4 mois et on rénove une des 4 maisons ensemble. Et c'est suite à ça qu'on commence le projet Polymorphe, puisqu'on se retrouve donc dans l'Allier, dans cette ferme, avec une maison entourée de l'exploitation de moutons. Et c'est là qu'on décide de lancer des premières résidences artistiques qui se termineraient ensuite avec une fête de lancement de l'association où là, l'idée, c'était d'associer tous nos amis, de commencer à un petit peu faire parler de nous dans le village, parce que c'est un petit village de 1200 habitants, Sérilly. Ça nous a permis aussi, ce lancement, de commencer à prendre des contacts localement, rencontrer d'autres associations. Donc voilà, donc ça nous arrive on arrive à 2018, où on lance l'association, mais ce qu'il faut savoir, voilà, qu'en fait, tout a commencé d'une manière très spontanée. On n'avait pas de plan d'action précis, on n'avait pas d'idée précise encore de quelles seraient nos activités au-delà des résidences. Et puis surtout, c'était encore un moment de grande découverte de qu'est-ce que c'est vivre à la campagne, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien, dans nos habitudes aussi enfin de consommation, de tout, dans notre rapport à notre environnement proche. Et c'est cette découverte qui en fait était très forte pour nous et qui nous a beaucoup plu. Et on était très surpris parce qu'on ne pensait pas que ça nous plairait autant de vivre à la campagne. Et c'est à ce moment-là qu'est née vraiment l'idée de l'association, c'est-à-dire une association qui, avec des activités culturelles et environnementales, cherche à donner à voir tous les atouts qu'a notre camp de campagne et donner envie à d'autres personnes comme nous de s'installer à la campagne à l'avenir. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à structurer le projet associatif. Et on a d'ailleurs été incubé par Alter Incube pendant 2 ans pour se former. Et on a aussi, à ce moment-là, commencé à associer d'autres personnes, d'autres associations, des amis, des connaissances, pour qu'ils participent au projet avec nous, pour le structurer. On commençait à cette période, on s'est donné comme objectif de créer des emplois salariés, parce que l'idée, c'était de pouvoir rester sur place toute l'année. Parce que dans les 2 premières années, quand on n'était pas encore salarié,
on devait retourner en ville ou travailler à côté. Et l'idée, c'était de vraiment pouvoir se consacrer 100% au projet. Donc ça a été le premier objectif de l'association aussi, c'était de créer 2 emplois salariés pour qu'on se consacre 100% au projet et qu'on puisse vraiment le développer et lui donner davantage d'ambition. Donc ça, c'était jusqu'à 2020. Et à partir de 2020, on a réussi à se salarier. On a réussi une deuxième levée de fonds pour réaliser des aménagements au sein de la ferme, parce qu'à ce moment-là, on n'avait encore qu'une maison, ce qui était un peu juste pour accueillir des artistes en résidence, faire des chantiers participatifs, des stages nature, éducation à l'environnement, avec pas mal d'hébergements. Donc on a fait un projet d'investissement sur 3 ans pour agrandir la maison et rénover une grange et faire un projet paysager pour avoir un espace de répétition pour les artistes, un espace camping et hébergement, et puis un espace potager, plantation, verger, qui puisse être le lieu notamment de stages permaculture. Donc ça nous a occupé jusqu'à cette année. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les activités de l'association, c'est toujours les résidences d'artistes qui sont un peu la pierre angulaire de nos activités. C'est des artistes qui viennent entre 2 semaines et 1 mois, qui sont hébergés à la ferme. En échange de cet hébergement qui est gratuit, ils construisent avec nous un programme d'ateliers créatifs pour les habitants. Ces ateliers, on les réalise en partenariat avec des écoles, collèges, accueil de loisirs, autres associations. Et ils ont lieu, pas uniquement à la ferme, ils ont lieu en fait dans les différents villages de notre communauté de communes. Donc c'est des ateliers en itinérance, c'est nous qui allons vers le public. Donc ça, c'est notre premier bloc d'activité. Le deuxième, c'est des stages et ateliers nature. Alors là, on retrouve des stages permaculture, des chantiers participatifs, des stages d'éco-construction aussi, et des stages d'éducation à l'environnement. Là, c'est plus varié. Ça peut être des sorties en forêt, des sorties repérage des oiseaux. Ça peut être plein de choses différentes. Ça dépend aussi de ce que les gens proposent ou souhaitent découvrir. Et on édite aussi depuis 2020 une revue qui s'appelle la revue Polymorphe, où là, l'idée, c'est un peu de prolonger le projet associatif et de questionner justement les nouvelles ruralités, notre rapport à l'environnement, toutes les questions que nous, on se pose à travers le projet associatif. C'est une revue qu'on produit en 1 an, c'est une revue contributive, donc ce qui fait qu'on choisit un thème en collectif et on ouvre un appel à contribution, donc des personnes qui soient journalistes, chercheuses, artistes, photographes, etc., peuvent nous proposer des contenus en lien avec le sujet qu'on a soumis. Ensuite, on fait une sélection, on aide à construire ces contenus, on éditorialise l'ensemble et c'est ça qui fait notre revue Polymorphe qui sort 1 fois par an. Il y a environ entre 20 et 30 contributeurs pour chaque numéro. Et la dernière activité qu'on a fait malheureusement qu'1 fois à cause du Covid ensuite, c'est le Silure Festival. Là, c'est un festival de 3 jours, festival de musique, de théâtre et un festival aussi où on invite d'autres associations à venir pendant la journée pour présenter leurs activités ou animer une activité. Et c'est un festival qu'on a fait qu'1 seule fois en 2019. Et le dernier projet qu'on a aujourd'hui avec la commune de Sérilly, c'est l'ouverture d'un tiers-lieu en centre-bourg. Donc, ce serait comme un deuxième tiers-lieu, puisque nous, on considère que notre premier tiers-lieu, c'est celui qu'on a créé à la ferme. Donc, l'espace d'accueil des artistes en résidence, mais aussi des participants au chantier participatif, stage environnement et éco-construction, mais qui est également un lieu de vie, donc ce qui fait que c'est un statut un peu particulier parce que c'est également le lieu où nous, on vit, les agricultrices vivent et d'autres amis qui se sont installés entre-temps. Et donc, ce nouveau tiers-lieu qu'on co-construit avec la commune de Sérilly et avec une autre association qui s'appelle le Mazier Bocage Numérique, qui a son propre tiers-lieu à Bourbon-l'Archambault, qui est un café associatif, Fab Lab et espace de coworking. L'idée, là, c'est justement d'allier nos compétences dans un partenariat avec la commune pour proposer un tiers-lieu dans notre commune qui soit du coup à la fois café associatif, Fab Lab, espace de coworking, mais aussi un lieu de programmation culturelle, un lieu où on trouvera des ateliers créatifs, des concerts, des pièces de théâtre et un lieu aussi de création parce qu'on va
On va faire un espace atelier, notamment autour de différentes techniques d'impression. Ça, c'est un projet qu'on a lancé en 2021 et qui devrait ouvrir au printemps-été 2024. Donc ça, c'est un projet encore d'une autre ampleur, puisque du coup, on est 3 acteurs principaux. Il y a un enjeu de fédérer la population autour du projet, donc le faire connaître. Donc en 2021, on a fait une première étape. C'est une occupation temporaire du futur tiers-lieu, puisque c'est un ancien bâtiment qui a été racheté par la commune et qui doit être rénové avant d'être ouvert pour être mis aux normes, etc. Mais en 2021 et 2022, on a pu déjà l'investir pour 2 semaines d'ouverture temporaire, où là, l'idée, c'était de tester des premières activités, distribuer un questionnaire aussi pour récolter un petit peu les besoins, les envies ou les craintes des habitants, ce qui nous a donné pas mal d'idées d'activités ou confirmé des intuitions qu'on avait. Et pendant la 2e semaine d'ouverture temporaire, on a vraiment testé les activités et notamment aussi les activités culturelles, événementielles, puisque c'était en été, donc ça nous permettait de faire des événements aussi en extérieur. Voilà pour ce projet. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir en 2024. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. J'ai déjà pas mal parlé. J'ai Je déjà peux une revenir sur un question qui détail. vient dans le chat, si tu veux. Ouais. C'est Karine Denactos qui demande comment l'association se finance actuellement. Oui. Alors, au niveau du financement, nous, pendant les 2 premières années, on avait très peu de financement public, voire quasiment pas. On a eu du mal à en avoir au début. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait pas mal de prestations qui correspondaient aux compétences qu'on avait, moi et Bonnie, à l'origine. Donc, c'était plutôt des prestations de communication. Donc, en fait, on faisait, par exemple, une prestation, création d'une vidéo pour une association, une collectivité, ou de la mise en page de documents. Et on facturait au nom de l'association, ce qui nous permettait de générer des revenus pour l'association, mais pas pour nous. Donc au début, cette méthode-là nous a permis d'avoir un peu de trésorerie et de lancer nos activités. Une fois qu'on a lancé nos activités, on avait un peu quelque chose à montrer à nos financeurs potentiels. Donc là, ça a été plus facile. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à faire de la levée de fonds. Et cette levée de fonds, on l'a fait auprès des collectivités locales, donc mairie, communauté de communes, départements, régions. Après, on est allé au niveau de l'État avec la CAF, la préfecture principalement, et au niveau de l'Union européenne avec les fonds leaders. Donc aujourd'hui, l'association, elle est financée par à la fois des subventions publiques, donc principalement auprès des collectivités, donc mairie, communauté de communes, départements, régions, un peu de subventions au niveau de l'État avec la préfecture. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a des contrats, on a ce qu'on appelle des concours publics, donc des contrats pluriannuels avec l'État et la CAF. Donc, on est aujourd'hui espace de vie sociale, un label de la CAF. On est fabrique de territoire, ça c'est pour une durée seulement de 3 ans. On a aussi accès à un financement de poste par le fonds GEP. Et donc c'est ça pour les financements pluriannuels pour les concours publics. Et après, on a un petit peu de mécénat. On a du fonds leader sur notamment les projets d'investissement, mais aussi on a fait appel à des fonds leaders pour la création de nos postes salariés. Maintenant, on est 3 salariés au sein de l'association. Et puis ensuite, la dernière source de financement qu'on a, c'est de l'autofinancement qu'on continue à avoir. Donc, on poursuit les prestations. Sauf que maintenant, les prestations, elles sont totalement liées aux activités de l'association. Donc maintenant, nos prestations, ça va être de la vente d'ateliers créatifs, de la vente de stages nature à d'autres structures, des collèges, des collectivités principalement. On a aussi les recettes de la revue Polymorphe et les recettes des tarifications des activités aux particuliers. Okay, voilà, merci. ce qui fait qu'on a toujours un modèle de financement assez hybride, mais qui repose quand même majoritairement sur des financements publics, qu'ils soient sous la forme de subventions ou de contrats pluriannuels. J'ai une question qui est liée, même si elle est plus spécifique, de Sandra, qui demande au niveau de l'occupation temporaire dont tu parlais, est-ce que la commune vous a demandé une contrepartie financière? Enfin voilà, une question par rapport à cette occupation temporaire.
Non, non, la commune ne nous a pas demandé de contrepartie financière, puisque là, l'idée, c'était simplement d'ouvrir le lieu. Il y aura potentiellement une contrepartie financière une fois que le lieu sera ouvert, que les choses seront amorcées. Là, il y aura euh, un loyer, le paiement des charges, évidemment. Mais là, pour débuter, non, il n'y en a pas eu. Sachant que pour préciser, pour nous, c'était un assez gros investissement, puisqu'il y a le temps salarié, il y a l'équipement aussi, parce qu'on a dû acheter pas mal de matériel. Et puis, on a mobilisé une équipe d'architectes aussi pour nous accompagner dans cette démarche, pour un peu spatialiser la réflexion qu'on a eue avec les habitants et commencer à spatialiser les usages qui se dessinaient du lieu dans le lieu, pour que nous, on puisse rendre un livrable à la commune qui explique très clairement les activités qu'on va introduire dans le lieu, au moins dans les premiers temps, et comment on les spécialise dans le lieu pour qu'après, le projet architectural et la rénovation qui est menée par la mairie correspondent à ces besoins, qu'il n'y ait pas de décalage, quoi. Je pense que je vais encore profiter d'une question du chat parce que c'est lié. C'est toujours Karine qui te demande comment le projet a été accueilli par les habitants de la commune au moment du lancement et comment vous avez réussi à les embarquer dans le projet. Alors du coup, pour moi, il y a un peu deux lancements. Il y a celui de l'association en 2018 et celui du tiers-lieu en 2021. Ce n'était pas encore le lancement définitif, mais l'ouverture temporaire. Alors en 2018, je pense qu'au tout début, déjà, on n'était pas très visible. Le fait qu'on soit aussi dans une ferme qui n'est pas dans le village, ça nous rendait aussi moins visibles. Donc dans un premier temps, l'arrivée, elle s'est fait de manière assez tranquille et pas spécialement visible. On s'est tout de suite mis en lien avec d'autres associations locales, donc là auprès des autres associations locales et des réseaux qui gravitaient autour d'elles, on s'est fait connaître très rapidement et puis on a été très bien accueillis. Au niveau des habitants du coup du village, comme je disais au début, je pense qu'il n'y a pas eu spécialement de réaction. Parfois aussi peut-être un peu d'étonnement, pourquoi on vient s'installer là, qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, au moment où on a fait la première édition du festival en 2019, là, on a commencé à se faire plus connaître parce que c'était un événement quand même d'une plus grande ampleur. Il y avait entre 450 et 500 personnes. Donc là, ça nous a permis de montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, les gens ont compris l'idée du projet et puis surtout nous ont associé à vraiment un projet purement culturel, d'événements culturels. Et les choses ont pas mal changé quand justement on a initié le projet avec la commune de Tiers-Lieu en centre-bourg. Là, c'est quand même autre chose puisque c'est plus uniquement du culturel, c'est en plein cœur du village. Il y a une autre ambition qui est une ambition un peu de développement territorial aussi. Et il y a un partenariat beaucoup plus fort avec la commune. Donc là, je dirais que majoritairement, les gens ont reçu ça de manière plutôt positive, dans le sens, il se passe quelque chose dans la commune, ça bouge, c'est cool. Mais il y a eu aussi des réactions négatives, du type, pourquoi c'est votre association qui est tant associée à ce projet? Est-ce que en fait, la mairie n'est pas en train de vous faire un cadeau et de vous offrir ce lieu? Ce genre de questionnement. Est-ce qu'il n'y a pas un projet caché derrière? Enfin voilà, on a eu un peu de tout. Voilà, je pense que c'est assez normal avec ce type de projet. Merci Léopold. Merci Léopold. Du coup, je me permets de réagir par rapport à ça aussi. Je trouve ça super intéressant et ça m'interroge aussi. Est-ce que c'est vous et le Mazier qui avez eu cette idée de tiers-lieu à Sérilly ou est-ce que c'est la mairie qui est venue vous voir? Comment un peu ça s'est monté Alors, ça a commencé par en fait le notaire du village, qui est jusqu'à présent situé un peu à l'extérieur du village, un peu trop excentré, qui est allé voir le maire et qui lui a demandé s'il n'avait pas un local dans le centre-bourg dans lequel il pourrait s'installer. Ce n'était pas le cas. Mais le maire avait repéré un bâtiment qui est inoccupé depuis une vingtaine d'années dans le centre-bourg et qui était en vente depuis une quinzaine d'années. Donc le prix avait pas mal baissé. Et donc lui, il s'est dit, ah bah, ça pourrait être intéressant. C'est un bâtiment en plein centre. Il y a un local commercial. Il y a 2 étages au-dessus, une cour, etc.
Donc, il s'est dit que ça pourrait être intéressant de racheter ce bâtiment pour installer le notaire et aussi pour faire un tiers-lieu dans le centre du village. Donc, il a proposé l'idée au notaire et ensuite, il est venu nous voir, nous, l'association Polymorphe, pour voir si on serait intéressé par ce type de projet. Et nous, évidemment, avec l'objet associatif qu'on a, on ne pouvait pas dire non. Et nous, on s'est tout de suite rapproché du Mazier, avec qui on avait déjà des liens forts, pour leur proposer de monter ce projet avec nous. Et c'est vraiment une idée de la commune. Super intéressant en tout cas. Je vois qu'il y a une question dans le chat, donc je me permets de la relayer aussi. Il y a Stéphanie qui demande quelle formation est-ce que vous aviez pour mener à bien ce super projet? Alors, avant que je vous raconte nos formations à Bonny et à moi, ce que je tiens à dire, c'est quand même que ce qui nous a formés pour ce projet, avant tout, ce n'est pas spécialement nos études qui n'étaient pas terriblement opérationnelles, on va dire, mais c'est plutôt les projets qu'on a menés avant, elle en Afrique du Sud, et puis moi à Lyon. Mais nous, on a fait des études de sciences politiques d'abord, et après, on s'est spécialisé, elle, dans les projets culturels, et puis moi, dans l'architecture et l'urbanisme. Mais je trouve que pour ce type de projet, les compétences qu'il faut développer, bah, il y a de la communication, il y a de la gestion financière, de la comptabilité. Il y a aussi tout le côté gestion de projets culturels, relations avec les artistes, toute une partie très créative. Et je trouve que ce qui nous a formé beaucoup à ça, c'est notamment quand on a été incubé, mais aussi beaucoup de discuter avec d'autres associations, comprendre un peu comment elles s'y sont prises. Et je crois que ce qui a été très, très enrichissant pour nous, c'est justement ça, c'est ce réseau local qui s'est très vite créé, enfin qu'on s'est très vite créé. Et ça nous a beaucoup enrichi. Et pour le côté aussi très manuel, puisque dans l'asso, voilà, il y a eu la rénovation de la maison, mais après, on a fait pas mal d'aménagements nous-mêmes. Ça va même jusqu'à la création d'habitats légers. Et ça a été vraiment un apprentissage qu'on a eu grâce aux agricultrices, notamment, puis même d'autres personnes ressources dans le coin. Je rebondis à nouveau sur, et notamment peut-être pour appuyer sur l'incubation des suivis auprès d'Alterancube, parce que ça complète la question de Stéphanie sur la formation en gestion de projet, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le rôle d'Alterancube? Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme accompagnement et qu'est-ce que ça vous a amené concrètement à l'équipe Polymorphe? Mhm. Alors pour vraiment le côté gestion de projet, moi je considère que ça, je l'ai appris plutôt par mes expériences professionnelles passées, notamment à Lyon, dont j'ai travaillé aussi un petit peu à Paris. Donc c'est plutôt à ce moment-là que j'ai appris ça. Et ce que Alterancube nous a apporté, c'est des compétences un peu plus spécifiques ou plutôt approfondir des compétences comme la comptabilité, comme réfléchir à un modèle économique, mais adapté à un projet d'entrepreneuriat social, adapté au cadre associatif aussi, à mieux réfléchir à certaines dimensions juridiques du projet. Et puis, ce qui était intéressant, c'était l'effet un peu promo, donc d'être là avec d'autres porteurs de projets avec qui on peut partager des questionnements. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'on avait un suivi individuel avec une personne avec qui on faisait le point tous les mois et qui nous a suivis en fait pendant presque 2 ans. Donc ça, c'est aussi assez chouette. Enfin, ça crée des super liens. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Ton témoignage parle beaucoup, mais sur plein d'aspects différents. Euh, Peut-être pour clôturer sur l'aspect un peu du démarrage et du financier, parce que c'est Stéphanie qui demande, est-ce que vous aviez de gros moyens pour démarrer? Alors, pour démarrer, ce qu'on a fait, c'est que on a, Bonnie et moi, en gros, versé 500 € chacun sur le compte de l'association. Et c'est avec ça qu'on a démarré. Donc, pas de gros moyens, pas du tout. Heureusement, il y a la récup, parce que sinon, les premiers événements, on n'aurait pas trop réussi. Au tout début, ce n'était pas les mêmes formules aussi pour l'accueil d'artistes, puisque je crois que même la toute première fois, on leur demandait même une participation pour la nourriture, de mettre un peu au pot commun pendant la période de résidence.
Il y a une autre Et question peut-être qui peut être intéressante, qui est de Sandra et qui demande si ça a été difficile de concilier la partie artistique et environnementale et s'il n'y a pas eu la crainte de s'éparpiller aussi au départ du projet. hmm, alors, concilier les deux, non, on n'a pas eu trop de problèmes, surtout que des fois, il y a des ponts qui se créent entre les deux, entre résidence et... parce que les résidences, elles peuvent être artistiques, mais ça peut aller vers de l'artisanat, vers de l'architecture. Et là, en fait, on peut très rapidement faire des ponts. On a beaucoup d'artistes qui nous proposent des projets qui sont à la fois créatifs et en lien avec des enjeux environnementaux. Je pense à des pratiques comme la poterie. On a déjà eu des artistes qui nous ont proposé des projets comme ça. Ou alors là, ça permet d'aller prélever de la terre localement, donc s'intéresser à la qualité de la terre autour de la ferme, à construire des fours à papier temporaires pour cuire les pièces. Euh, on a eu d'autres projets, un projet par exemple de design, où là, l'idée, c'était de venir construire un four à pain en pisé. Donc là, pareil, il y a un côté très relation à la terre qui se fait. Pareil pour la structure, on est allé chercher du bois à proximité de la ferme. Et donc, du coup, ce qui fait que c'est un projet à la fois créatif, culturel, mais il y a une dimension environnementale qui est un peu sous-jacente. Donc, je trouve que les deux se lient assez bien. Après, sur la crainte de s'éparpiller, oui, on l'a eu. Surtout qu'au début, on a eu tendance à avoir un effet, on nous a dit champignon, quoi. C'est plein de petits projets qui démarrent dans tous les sens. Mais on s'est laissé un peu ce temps-là aussi pendant les premières années de tester plein de choses différentes, quitte à s'éparpiller. Et après, à partir de 2019-2020, on a vraiment recadré les choses autour de voilà, résidence, stage, chantier participatif, plus revue, plus festival. Ce qui fait déjà pas mal d'activités, je sais, mais on aurait pu en avoir plus. Étienne, est-ce que tu as une question Ouais. ou... Juste pour compléter un petit peu sur la question de la créativité, des activités culturelles, je vois qu'il y avait aussi une question de Karine un peu dans ce sens, donc, et moi j'en avais une. Je vais essayer de formuler une question un petit peu sur ce sujet-là. Quel type d'activité, tu en as déjà décrit quelques-unes, mais il y en a d'autres que tu peux citer, vous avez pu proposer avec les résidences d'artistes et quel type de public vous avez réussi à toucher, notamment lors des ateliers en itinérance sur le territoire? Alors, un exemple d'activité qu'on a pu avoir? Oui, d'activités culturelles et notamment sur vos ateliers en itinérance, car si j'ai bien compris, avec les résidences d'artistes, vous proposiez aussi de faire des ateliers sur le territoire à destination de publics du territoire. Et comment ça a été reçu par ce public-là? Est-ce que ça a bien fonctionné? Mhm. Alors, je vais prendre l'exemple d'un projet de résidence qu'on a eu en 2021. C'était un duo qui s'appelait Papier Cuisson. C'était une plasticienne illustratrice et un chef cuisinier et qui avait pour projet de créer comme un livre de recettes et de mémoire autour du patrimoine culinaire local et un livre illustré du coup. Euh, donc la démarche, ça a été de travailler, donc on a fait des partenariats avec l'école et le collège de Sérilly, l'EHPAD de Sérilly. L'idée, c'était du côté de l'EHPAD, c'était d'aller interroger les anciens et récolter quelques recettes. Et ensuite, d'aller interroger les enfants sur quelles sont leurs habitudes culinaires, leur montrer les recettes des résidents de l'EHPAD et d'autres personnes qui ont été interrogées dans le village, qui ne sont pas forcément de l'EHPAD, juste des habitants, et de les confronter un petit peu à ces recettes-là, voir ce qu'ils en pensent. Et après, on les a fait, tous les participants, toutes les personnes qui avaient transmis des recettes ou qui avaient pu les commenter, on les a tous réunis pour faire des ateliers cuisine et du coup cuisiner ensemble ces recettes. Et puis, ça a donné lieu à un grand repas et à la création de cette petite édition que vous pouvez retrouver sur le site de Polymorph, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est un projet qui est intéressant parce que il y a le côté culturel, il y a le côté patrimoine, il y a le côté un petit peu environnemental. Ça permet de créer des liens avec des scolaires, avec des enfants, des ados, des personnes âgées, d'autres habitants du village. On est allé voir aussi des artisans, des producteurs
pour les interroger sur toutes ces questions-là et puis les associer à ce petit projet d'édition. Donc ça, c'est le genre de projet qu'on aime bien parce que c'est vraiment multifacette et ça permet de toucher un public assez large en fait. Merci pour la réponse là-dessus. Du coup, une petite question aussi un petit peu pour savoir quelles ont été vos sources d'inspiration. Tu l'as rappelé, vous aviez avant ce projet Polymorphe déjà pas mal d'expériences différentes. Euh, Est-ce qu'il y a des projets en particulier quand vous vous êtes lancé qui vous ont inspiré ou sur lesquels vous vous êtes basé pour vous lancer ou que vous êtes allé même voir sur le terrain pour voir comment ils fonctionnaient, comment ils avaient lancé leur projet? Alors, on n'est pas allé sur d'autres. On n'est pas allé en visite, on va dire. On a pris des contacts téléphoniques. Il y a quelques aussi associations du coin qu'on est allé voir quand même. Mais comment dire, c'est vrai que le lancement et le début du projet, ça a été très intuitif, donc pas forcément très construit. Donc, on a plutôt testé en fonction de nos envies. Et, et c'est ensuite, c'est au bout d'1 an et demi, 2 ans, quand on a voulu professionnaliser la structure, que là, on a commencé à aller davantage interroger d'autres structures sur leur fonctionnement. Mais au début, oui, c'était très, très spontané, quoi. C'était juste au gré de nos envies. Il y avait une question intéressante dans le chat euh, qui était sur la question de votre mesure d'impact, de savoir si vous aviez justement cherché à mesurer l'impact que vous aviez sur le territoire local. Alors, on a des critères d'évaluation. Alors, par contre, sur le territoire local, il y a des choses qui mériteraient d'être améliorées parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, enfin, la mesure principale qu'on a, c'est le nombre de participants à nos activités, les partenariats qu'on a qui continuent à vivre, les nouveaux partenariats qui se développent. Ça, c'est nos 2 critères principaux qu'on arrive à bien évaluer chaque année. Après, là où pour moi, il y a un manque, c'est le critère plus économique, les retombées économiques localement pour nos activités. Ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse parce que c'est quand même super important. Et puis souvent, dans ce type de projet, c'est pas la chose à laquelle on pense en premier, malheureusement. Alors qu'en fait, l'impact, il est quand même assez important. Du coup, en 5 ans, on a créé 3 emplois pour notre commune, c'est pas mal. Il y a quand même un gros projet d'investissement sur un lieu, un autre lieu qui va bientôt ouvrir. Et puis après, bah, en fait, il y a les retombées économiques quotidiennes du projet, donc tout ce qui est achat, parce que nous, on s'approvisionne, on va dire, à 90% localement. Donc c'est pareil, c'est quelque chose enfin, c'est des fonds qui circulent dans l'économie locale. Surtout, nous, c'est quelque chose qu'on essaie de mieux expliquer aussi, c'est quand on va faire la levée de fonds, que ce soit des financements publics ou privés, c'est des financements qui viennent d'ailleurs et qui vont venir sur notre territoire et très localement sur notre territoire. Et si nous, on ne capte pas ces fonds, bah, pour les fonds, c'est pas très grave. Ils iront ailleurs, ils iront sur d'autres projets, sur d'autres territoires. Parce que des fois, il y a une image très négative du financement par la subvention publique ou le concours public, alors que moi, je pense qu'au contraire, c'est très positif pour un territoire. C'est un autre moyen d'apporter du financement sur un territoire, de stimuler l'économie locale. Et ça, je pense que c'est un rôle qu'on a qui est aussi important. Parce que ouais, on a commencé avec un très petit budget, mais finalement, en année 1, donc en 2018, on avait un budget de 7 000 euros. Donc bon, c'est pas grand-chose. En année du coup 2022, donc 4, on a un budget de 230 000 euros. Donc c'est quand même un gros changement. Ça Est-ce me fait qu'il y a des penser. questions dans le Slack, dans le Bah, je ne sais chat, pas du Fanny? tout, c'est une question peut-être qui est liée à ce que tu viens de dire. Est-ce que les banques vous ont suivi facilement? Il y a quelqu'un qui demandait ça dans le chat. Alors, on a au début fonctionné sans emprunt. C'est à partir de 2021 qu'on a contracté notre premier emprunt.
parce qu'on avait fait appel à du fonds leader. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait comment ça fonctionne, mais en gros, ce type de fonds européen, il fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on engage le projet, on avance l'ensemble des fonds, et c'est une fois que le projet est réalisé et que les dépenses sont effectuées qu'on obtient le versement. Donc, ça veut dire qu'il faut une grosse capacité de trésorerie, donc il faut emprunter potentiellement. Donc, nous, ça a été notre cas. Il a fallu qu'on emprunte 60 000 euros. Donc, c'était quand même une somme importante. Alors, on a eu la chance de pouvoir faire appel à France Active, puisque c'est une de leurs activités historiques et importantes de faire de la garantie de prêt pour notamment les entrepreneurs sociaux. Donc, on est allé voir France Active qui nous suivait déjà depuis quelques années pour leur parler de ce projet. Alors là, la chance qu'on a eue, c'est que quand on a une garantie de financement européen, ça fait quand même une bonne garantie de remboursement, plus une garantie de France Active. Donc, à partir du moment où on avait ces deux garanties-là, on n'a pas eu de problème avec la banque. C'était maintenant il y a presque 2 ans. Donc, le contexte aujourd'hui, il a quand même pas mal changé aussi. Je ne sais pas si ce serait la même chose aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, on a eu cette chance-là. Et donc, il n'y a pas eu de problème pour que la banque nous suive. Et une question aussi qui est liée au début du projet, de savoir un peu, est-ce que quand vous avez démarré vos activités, les structures que vous avez pu contacter ou des associations partenaires ont pu vous voir comme des concurrents plus que comme des partenaires potentiels? Voilà, et quels ont été à ce moment-là vos arguments pour les convaincre? Alors majoritairement, non. Majoritairement, l'accueil était plutôt positif, plutôt vécu comme c'est chouette, ça enrichit le territoire local et en fait, on agit tous pour ça. Mais ça n'a pas été les seules réactions. Il y a eu aussi des réactions de peur, de concurrence. Nous, on a essayé d'expliquer notre point de vue, hein, qui est plutôt le même que les autres, c'est-à-dire que plus on est, mieux c'est, plus il y a d'activités, mieux ça ira pour ce territoire. Enfin, moi, j'en suis assez persuadé. Et les personnes avec qui on a eu des divergences à ce propos-là, c'était plutôt des personnes qui n'avaient pas ce point de vue-là, pour qui un projet comme ça, culturel, ça fonctionne par monopole local, quoi. Donc c'est moi, j'ai ce village et les 3 autres autour, mais alors tu touches pas à cette zone-là, quoi. C'est une autre vision du développement, enfin, pas du développement, parce que pour moi, dans ce cas-là, il n'y a pas de développement, mais une autre vision du territoire. Moi, j'ai une petite question qui me vient. On parle beaucoup de projets collectifs. Là, vous étiez deux au tout début. Puis ensuite, avec les personnes sur la ferme. Comment ça s'est un peu formalisé au sein de l'association? Est-ce que vous aviez des temps d'échange, des temps de travail ensemble pour formaliser le projet collectif? Est-ce que encore aujourd'hui, vous avez un fonctionnement avec une sorte de bureau dans l'association où il y a des personnes bénévoles qui aussi interviennent et sont motrices sur le développement des activités? Alors à ce niveau-là, je pense qu'on a eu à peu près 3 phases. La première, ça a été les 2 premières années où c'était vraiment Bonnie et moi en lien avec les 2 agricultrices, parce que le projet est très lié à son lieu, quoi, à la ferme. Donc là, les discussions, elles avaient beaucoup lieu entre nous 4, avant tout. C'était une période où l'association n'avait pas encore de salariés, mais on avait des bénévoles qui venaient de temps en temps donner des coups de main, des bénévoles du coin et pas mal de bénévoles qui venaient aussi de loin. Parce que ça, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est une particularité du projet, c'est qu'on fait régulièrement venir des gens d'autres régions de France, voire d'autres pays, à travers les chantiers ou les résidences. Donc on a toujours un public un peu mixte. Enfin bref, tout ça pour dire que dans la première phase, c'était surtout nous 4. Donc c'était petit collectif, assez resserré. La deuxième phase, on a voulu professionnaliser l'association, créer nos 2 postes salariés. Pour le faire, on a fait appel à une dizaine de personnes qu'on connaissait, qui étaient des personnes de confiance, des personnes avec des compétences intéressantes pour l'association, donc des compétences dans de la com, dans de la levée de fonds par exemple, ou sur le juridique. Ces personnes, elles ont constitué notre premier conseil d'administration et bureau. Donc nous, à ce moment-là, on est sorti de la gouvernance de l'association pour pouvoir être salarié. Et donc à ce moment-là, donc on est passé de 4 à 14. Donc là, les échanges sont formalisés
avec des conseils d'administration, des bureaux, donc quelque chose d'assez classique. Et on a mis en place à cette période un séminaire annuel, donc 3 jours où on se retrouve tous les 14 pour réfléchir au projet et faire un plan d'action pour l'année qui vient. Ça, c'était la deuxième phase, c'était de 2019 à 2022. Donc, c'était la phase de professionnalisation. Donc, c'est avant tout ces 14 personnes-là, des bénévoles qui gravitent, quelques adhérents qui donnent parfois leur avis, qui s'impliquent un petit peu, mais c'est vraiment avant tout un socle de 14 personnes qui agissent ensemble pour professionnaliser la structure et voilà, avoir une base solide. Là, depuis l'année dernière, on a considéré que cette base maintenant là, c'est une bonne chose pour nous. Enfin, ça a permis de remplir nos objectifs, notamment de créer des emplois salariés. Et aujourd'hui, on est en train de réouvrir la gouvernance, c'est-à-dire de proposer à davantage de personnes de devenir membres adhérents en s'impliquant vraiment dans le projet et potentiellement dans sa gestion. Donc ça, c'est un nouveau chantier qu'on est en train d'ouvrir, en construisant aussi un parcours d'engagement au sein de l'association, parce que ce qu'on considère, c'est que par exemple, on ne peut pas faire croire à n'importe qui que demain, il va pouvoir être dans le conseil d'administration et pouvoir administrer l'association. C'est quelque chose qui s'apprend, surtout quand il y a pas mal de financement public. Il faut quand même une certaine capacité de gestion. Donc nous, ce qu'on veut, c'est offrir cette possibilité-là aux personnes qui le souhaitent à travers un petit parcours de formation au sein de l'association. Du coup, ben, je vois qu'il y a eu des commentaires et comment dire, des apports dans le chat. Merci Laurent, notamment pour les questions d'impact. En effet, la VIS a fait pas mal d'outils, synthèses, méthodes hyper bien foutues sur les questions de mesure d'impact, mais aussi sur tout un tas de choses en lien avec l'ESS et l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas, pour celles et ceux que ça intéresse, à aller creuser du côté de la VIS. Ils ont plein de belles choses. Et du coup, il y avait d'autres questions. Est-ce que, par exemple, une question de Stéphanie à nouveau, et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez quelque chose différemment? Et si oui, quoi? Ça, c'est une vaste question. Moi, je dirais que je ne referais pas forcément les choses différemment parce que ça m'a appris beaucoup de choses, la manière dont on a fait tout ça. Après, comment éviter certaines erreurs hmm, Oui, il y a peut-être des difficultés auxquelles vous vous êtes retrouvé confronté à certains moments auxquels ça te fait penser maintenant. Je pense que c'est une question un peu détournée pour amener à ça. Quelles difficultés vous Oui, avez pu rencontrer, quoi. oui. Alors, on en a eu pas mal, hein. Mais je pense une des difficultés, enfin deux exemples qu'on a eus qui sont assez intéressants, je pense. Le premier, c'est la surprogrammation. Donc, créer des périodes où en fait on n'a plus aucun de temps de respiration, parce que quand on reçoit en résidence ou en chantier, c'est tous les jours, tous les soirs, le week-end aussi. Donc, on a eu des périodes comme ça où on avait surprogrammé. Donc, ce qui fait que pendant 5-6 mois, il n'y a plus de temps de pause. Donc, on dédie 100% de sa vie au projet. Ça, on s'est rendu compte que c'était en fait profondément malsain. Ça peut se faire pendant 5-6 mois, mais il ne faut pas le faire plus parce qu'après, on se dégoûte du projet et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est une leçon intéressante qu'on n'avait pas forcément anticipée pourtant. Ça peut paraître très intuitif, mais euh, l'autre difficulté qu'on a eue, c'est quand on a lancé justement le projet d'investissement et de rénovation du lieu. Là, on n'avait pas anticipé la difficulté financière, juridique, technique d'un tel projet. Et donc là, ça a été des moments aussi très difficiles parce que il nous fallait régler des questions juridiques du type le cadre, le cadre foncier dans lequel on était. Nous, c'est un bail de long terme. Donc, ça a été beaucoup de négociations pour adapter le bail à nos besoins et puis à ce type de projet d'investissement. Il y a eu la question de l'emprunt bancaire et de la trésorerie, puisque l'emprunt bancaire, on l'a eu
de manière pas trop difficile, mais après, il y a toutes les démarches administratives qui viennent ensuite et qui sont assez longues. Et nous, on avait commencé à lancer le projet. Donc, des travaux avaient commencé à être réalisés, donc il fallait quand même commencer à payer des premières factures. Et là, pareil, on a été un peu trop rapide, et donc on s'est retrouvé à une situation où on a été en tension de trésorerie assez forte. Et ça, c'est très stressant. Voilà, ça c'est deux exemples assez différents, mais je pense que le problème à chaque fois, c'est un manque d'expérience et un manque d'anticipation. En tout cas, Stéphanie dit, c'est ça. Donc, c'est ça qu'elle voulait savoir, les difficultés. On a eu une autre question de Justine, qui est du coup du Cantal, et qui dit, par rapport au territoire, comment avez-vous réussi à faire rayonner l'association en dehors de la communauté de communes? Et elle met qu'elle pense trouver des artistes, des visiteurs, des bénévoles. Alors, à ce niveau-là, il y a eu deux facteurs. Le premier, c'est on a fait jouer nos réseaux personnels. Donc, c'est tout simplement nos amis dans d'autres villes et régions de France ou d'autres pays proches de la France. Donc, ça a permis de faire connaître le projet en dehors du territoire un petit peu. Et ça nous a notamment permis d'avoir des artistes qui étaient des connaissances de connaissances. Au début, on a fonctionné comme ça pour trouver les artistes. Ensuite, l'autre facteur, ça a été les réseaux sociaux, particulièrement Instagram. À un moment, on a fait le choix d'investir beaucoup plus de temps sur Instagram, c'est-à-dire plusieurs heures par jour. Donc, c'était un peu un challenge au début parce que c'était une période où voilà, nos emplois venaient d'être créés. Donc, dédier autant de temps, c'était potentiellement un risque parce qu'il fallait qu'il y ait quand même un résultat. Et le résultat était là. On a fait, on a boosté notre compte Instagram pendant une petite année et ça a vraiment fait augmenter notre communauté non locale. Et à partir de là, bah, par exemple, pour remplir des chantiers participatifs avec des places qui sont réservées à des personnes hors région, bah, ça s'est fait super facilement. À partir du moment où notre communauté Instagram a grandi et a été assez engagée dans le projet, dans le sens où elle le suit régulièrement, bah, pour tout ce qui est voilà, remplir des stages, des chantiers, maintenant, quand on en ouvre, ça se remplit en quelques jours. Pour les résidences d'artistes qu'on a fait, c'est que donc au début, ça fonctionnait par interconnaissance, par connaissance de connaissances. Et au bout de 2 ans, on a mis en place un appel à candidature, un appel à projet pour les résidences. Et cet appel à projet qu'on a formalisé en expliquant bien les conditions des résidences, ce qu'on pouvait apporter, le cadre qu'on propose, etc. On l'a diffusé dans les réseaux d'écoles d'art notamment, dans des réseaux associatifs, dans les réseaux de la DRAC aussi. Donc ça, c'est pareil, ça nous a permis d'avoir des candidatures d'artistes qui viennent de partout en France et même parfois maintenant d'autres pays. Donc là où au début on avait 4-5 propositions de projets artistiques, maintenant on est plutôt à 50-60 par an. C'est impressionnant. J'ai en tout cas, on a Stéphanie qui dit merci pour votre humilité et transparence. Et Karine aussi qui te remercie, qui doit partir, mais qui te remercie pour son témoignage. Je peux rebondir si tu veux, Fanny, s'il n'y a pas forcément pour l'instant d'autres commentaires et questions dans Non. le chat. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'était, j'ai repris un peu la phrase, l'avenir à la campagne, entreprendre et créer un tiers-lieu en ruralité. Et du coup, ça m'amène un petit peu à te poser la question sur que toi, tu vois des spécificités euh, dans l'entrepreneuriat en ruralité, sur la façon d'entreprendre en milieu rural ou pas, de tes expériences et de ces quelques années maintenant avec Polymorph. Alors, pour moi, c'est un peu difficile de répondre à cette question dans le sens où j'ai pas eu de projet entrepreneurial en ville, donc je sais pas trop la comparaison, mais ce que j'imagine, en tout cas, c'est que peut-être qu'en ville, il y a moins le côté
euh, où vie privée, vie professionnelle se confondent, puisqu'il y a peut-être plus d'anonymat. C'est vrai que là, du coup, moi, dans le village, je suis vraiment identifié Léo de Polymorphe, donc directement associé à mon projet professionnel. Euh, Après, je trouve que c'est aussi parfois intéressant. C'est vrai que c'est une autre expérience, quoi. Enfin, c'est moins neutre quand quand on est dans un village. Mais ce que j'aime particulièrement, moi, c'est la proximité qu'on peut avoir, bah, par exemple, avec nos élus. Je trouve ça génial. Euh, la proximité qu'on a aussi avec les autres acteurs locaux, avec les commerçants. Je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine proximité comme ça que je trouve vraiment super. C'est pareil pour le réseau d'entraide, que ce soit avec d'autres associations ou avec juste des personnes qui ont des compétences particulières. Il y a vraiment ce réseau informel qui se tisse et qui est super riche et qui est vraiment indispensable pour le projet. On a d'autres personnes qui s'en vont, mais qui te disent encore merci, notamment Sandrine Gras, qui est pas loin de chez toi. Merci. Et on a une question de Sandra sur est-ce qu'il y a une exigence des financeurs de faire appel à un certain pourcentage d'artistes locaux, ou est-ce que vous avez une totale liberté sur la programmation? Non, on a une totale liberté. Il n'y a pas d'exigence, que ce soit des financeurs collectivités locales ou de la DRAC. Et on avait une question qui était un peu plus haut. Est-ce que vous arrivez à vivre de ce projet? J'ai l'impression que tu y as déjà répondu, mais je me dis que Oui, ça vaut peut-être le coup de te répondre. je peux repréciser, oui, aujourd'hui, donc on est 3 salariés, donc 3 personnes à vivre de ce projet. Donc on est vraiment payé pour notre travail au sein de l'association. Après, on a évidemment tous les membres du conseil d'administration, bureau, les bénévoles, qui eux ne sont pas payés. Mais du coup, on est 3 personnes à vivre du projet. Étienne, je sais que tu as encore des petites questions en stock, mais Ouais, j'étais en train de noter mes petites questions. Du coup, je peux enchaîner un petit peu sur. On s'est posé la question avec Fanny en préparant la réunion aussi. On parle beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, entrepreneuriat social. Est-ce que c'est une petite question comme ça? Est-ce que c'est le terme entrepreneur social, tu te définis comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Euh, voilà, c'est informatif. Bah alors, honnêtement, au début, c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout quand on a monté le projet. Aujourd'hui, j'ai vraiment changé d'avis dessus. Pour moi, maintenant, je trouve que c'est un terme qui gagnerait à être davantage employé. Bah, parce que pour moi, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le côté, parfois une image très négative de l'économie solidaire, donc c'est-à-dire de faire venir des fonds d'ailleurs. Et c'est souvent associé à une forme, je sais pas comment dire, d'anti-entrepreneuriat justement, on vit sur les aides sociales. Donc du coup, tout le côté entrepreneuriat du projet, il part aux oubliettes quelque part quand quelqu'un nous dit ça. Vous vivez simplement des aides. Mm. Euh, et je trouve que justement en utilisant ce terme, ça permet de replacer l'entrepreneuriat dans un cadre qui n'est pas le cadre en fait que la plupart des gens ont en tête, pas le cadre dominant bah, d'une économie non sociale et non solidaire. Et du coup, ouais, maintenant, moi, je me reconnais de plus en plus dans ce terme d'entrepreneuriat social, parce que c'est vraiment des projets d'entrepreneuriat. C'est comme une entreprise. Enfin, on est confronté au même questionnement. C'est juste que notre finalité n'est pas la même, notre modèle économique n'est pas le même non plus, et la logique économique n'est pas du tout la même. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est en gros des assistés, quoi. Ce qui est le reproche qui peut nous être fait quand on explique rapidement le modèle économique. On a une question qui vient d'autres membres de l'équipe de savoir, donc tu as dit qu'il y avait 3 postes aujourd'hui, et peut-être tu peux préciser les profils.
Est-ce qu'il y a une répartition? Comment la répartition des tâches s'opère? Oui. Alors, on a 3 postes. On prend en charge chacun une dimension de l'association. Donc, il y a Alicia qui, elle, s'occupe de la gestion financière et administrative, mais aussi du montage du projet du futur tiers-lieu. Elle a des expériences plutôt dans le domaine associatif et surtout dans la création et le montage de tiers-lieux, notamment en ruralité. Donc, pour nous, c'est un gros plus. Bonnie, elle s'occupe plus de la programmation, de la direction artistique et de la coordination de la revue Polymorphe. Et moi, je m'occupe plus de la programmation environnementale, de tout ce qui est gestion du lieu et aussi de la coordination du projet associatif, le lien avec les bénévoles, avec le conseil d'administration, le bureau, la coordination de la levée de fonds. Et je travaille avec Alicia aussi sur la gestion administrative et financière. Moi, en gros, j'ai plus un rôle de coordinateur de l'association. Merci beaucoup pour la réponse. On a une question qui est liée à la remarque que tu faisais juste avant, de savoir si c'est difficile cette image d'assistanat et non d'entrepreneur. Oui, c'est énervant. Mais, mais je pense que justement, en faisant ce travail de pédagogie autour de ce que c'est l'économie sociale et solidaire, ce que c'est l'entrepreneuriat social, je pense qu'au moins ça peut réduire les incompréhensions et un petit peu ce cliché-là. Après, il y aura toujours des personnes, même si on explique, ils voudront quand même mettre dans une boîte négative, et là, on ne peut rien y faire. Et il faut juste pas se concentrer dessus. Mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire, en tout cas que nous, on devrait faire un peu plus, et c'est ce qu'on compte faire, de pédagogie autour de ce que c'est l'entrepreneuriat social. Et en quoi notre projet s'inscrit là-dedans. Et c'est quand tu as été incubé à Alter Incube que tu as pris connaissance un peu de ce terme-là, justement? Oui, oui, c'est à ce moment-là qu'on. Oui, je crois que avant un petit peu, mais assez peu. C'est quand même quelque chose d'assez récent, finalement. Et l'importance de ce terme et le moment où j'ai pris conscience de la pédagogie qu'il y avait à faire, c'est justement quand on a commencé à initier le projet de tiers-lieu en centre-bourg. Parce que là, en fait, on était en contact avec beaucoup plus de personnes du village qui étaient beaucoup plus éloignées de notre projet et de ce type de projet en général. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme travail de pédagogie à faire, de communication à faire sur notre projet. D'accord, donc c'est relativement récent finalement, alors, cette prise de conscience-là. Ouais, ouais, je pense que oui, c'est assez récent. Ouais. Moi, j'aurais envie de te demander sur une question. Je sais que Étienne avait aussi de qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer peut-être justement dans la même aventure que la vôtre? Euh, dans un projet associatif d'entrepreneuriat social, en Ouais. général, pas. Oui, dans un projet similaire au vôtre. Mhm. Moi, je dirais qu'il faut se lancer, que ça vaut le coup, et qu'après, il faut avoir la niaque. Ça demande beaucoup d'énergie, il ne faut pas se décourager, mais c'est une super aventure, c'est très, très, très formateur. Enfin, moi, je n'ai jamais autant appris que ces 5 dernières années. Et il y a tellement de dimensions différentes, enfin, je trouve que c'est passionnant, quoi. Je vois pas quel métier je pourrais faire de plus passionnant que celui-là, en tout cas. Merci pour ton retour. On avait d'autres questions parce qu'on arrive un petit peu vers la fin lentement, mais sûrement. Il y a des gens qui partent, qui te disent encore merci, qui écouteront la fin de ton témoignage du coup dans le replay. Mais il y a des questions pour revenir sur votre mode d'organisation aussi. Donc, de Franck notamment qui demande, mais si vous êtes en association, vous n'êtes pas dans le bureau, qui dirige? Voilà. Et du coup, c'est lié à une autre question juste après. Quel est aujourd'hui votre statut juridique? Du coup, notre statut juridique, c'est toujours le statut associatif loi 1901. D'ailleurs, si vous êtes
Si vous voulez voir plus précisément, nos statuts ils sont dispo sur notre site. Donc, qui dirige? C'est le bureau et le conseil d'administration. Donc, on a un bureau et un CA. Pour nous, c'est particulièrement important d'avoir un bureau et un CA, mais surtout un bureau parce qu'il y a la fonction employeur qui incombe justement au bureau, qui est une fonction très importante puisque il y a tout l'aspect juridique, mais il y a aussi l'aspect suivi, notamment le côté entretien annuel, gestion RH, gestion de potentiels conflits ou de mal-être au travail, enfin, toutes ces questions-là, c'est quand même le bureau qui en a la charge. Donc, c'est un rôle très important. Actuellement, il est toujours rempli par des personnes qui faisaient partie de ce premier collectif qu'on a fait venir, ces 10 personnes qui étaient des personnes de confiance, amies, avec des compétences qui étaient intéressantes pour l'association. Donc, c'est des personnes qui occupent ce poste depuis 2019 maintenant. On a mis dans le chat le lien vers le site polymorphcorp.com. Ouais. C'est pour préciser, c'est sur la page qui s'appelle page ressources. C'est une page où on retrouve tous les documents liés à l'association, mais aussi des documents de capitalisation d'activités culturelles ou environnementales qu'on a organisées. Il y a des vidéos, des fiches pédagogiques, des podcasts. J'ai une petite question un petit peu aussi, vu qu'on arrive en fin de conférence. Euh, quels sont un peu les projets dans les prochaines années? Là, tu as déjà un petit peu parlé de l'ouverture du tiers-lieu dans le centre-bourg de Sérilly avec le Mazier, mais est-ce que vous avez d'autres projets un peu, voire d'autres rêves un peu fous pour les prochaines années? Alors là, on va plutôt se concentrer sur l'ouverture du futur tiers-lieu parce que ça va être un énorme boulot. Et puis après, il va falloir le lancer et pas rater le démarrage. Ça va demander à nouveau des moyens financiers, RH quand même assez importants. Ensuite, on finalise les investissements à la ferme. Donc, on a rénové la maison. Il y a la grange qu'on aménage en espace plus collectif et espace de répétition pour les artistes. Et ensuite, derrière, en fait, on va construire d'autres habitats légers. On va en construire 7 au total. Donc, ça fait aussi un gros travail de construction qui va s'étaler sur plusieurs années. Et ça, c'est un projet qu'on va un petit peu finaliser dans sa phase de préfiguration cette année. Parce qu'on va faire une résidence et un stage d'initiation à la conception et réalisation d'habitats légers, avec un collectif d'architectes et l'association Amo Léger, qui est spécialisée sur cette question. Donc, ce qui veut dire que dans les prochaines années, ça va être ça, nos deux gros projets. Finaliser l'aménagement du lieu à la ferme, et puis lancer le tiers-lieu de Centrebourg. Une fois que ça se sera fait, on se relancera dans d'autres projets fous, mais on va déjà finir ces deux-là. C'est déjà pas mal, en effet. On a quelqu'un qui demande si c'est possible de préciser le partenariat avec la mairie pour le deuxième tiers-lieu. Qui porte quoi? Oui. Alors, la mairie, elle est propriétaire du bâtiment, donc c'est elle qui va réaliser les travaux. Nous, on va être en gros gestionnaire du lieu. Et on s'est aussi engagé à réaliser les finitions des travaux pour un peu alléger la facture de la commune. Ça sera l'occasion d'un chantier collectif, on espère, avec les habitants. Et on va aussi prendre en charge l'ameublement du lieu. Ça, c'est pareil, on va faire un partenariat avec un collectif de designers et on va auto-construire une grande partie du mobilier. Après, il y aura de l'équipement qu'on va devoir acheter, bien évidemment, mais voilà, l'idée, c'est d'utiliser la phase fin de travaux et ameublement comme aussi un moment pour associer les gens direct au projet et que chacun puisse déjà s'en imprégner puis marquer un peu sa patte, quoi, en participant à tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel statut juridique du contrat qu'on va avoir, parce qu'on n'a pas encore tranché avec la commune, mais il y aura un contrat cadre de délégation, un contrat de bail au moins. Je ne sais pas quelle sera la nature juridique de ce contrat, mais il y en aura un qui nous permettra bah, de sécuriser la gestion du lieu par notre association et le Mazier, et sachant que la commune est propriétaire et initiatrice du projet.
Donc, ce qui veut dire aussi que dans la répartition, l'idée, c'est que la mairie, elle s'occupe aussi d'informer les habitants, de montrer que c'est elle qui porte le projet avec nous. Et que nous, on n'est pas là à l'initiative du projet, ni comment dire. L'idée, c'est de bien montrer que c'est un projet vraiment public, quoi, de la commune. Et que nous, on est des sortes de prestataires partenaires. Et que l'idée, c'est que nous, on permette à ce lieu de fonctionner. Mais ce n'est pas un lieu qui nous appartient, en quelque sorte. Ça ne va pas être le tiers-lieu de Polymorphe. Ça doit être le tiers-lieu de la commune, animé par Polymorphe. Donc il y a ce travail de positionnement là qu'on est en train de mettre en place avec la commune. Parce que c'est pas évident non plus de faire bien comprendre ça à tout le monde. Parce que c'est pareil, si ça c'est mal compris, après le projet il risque de partir un peu dans le mauvais sens. Dans le chat, on a encore quelqu'un qui dit merci et bravo pour votre projet. Donc, il est 14h15, on est censé terminer voilà, dans une quinzaine de minutes. Ceux qui ont encore envie de profiter de la présence de Léopold pour vos questions, n'hésitez pas dans le chat ou même en levant la main. Vous pouvez aussi prendre la parole. Est-ce que toi, Léopold, tu as envie d'ajouter quelque chose? Et, Moi, j'ai peut-être envie juste d'ajouter aussi qu'on a fait appel à toi, car tu as été aussi parrain d'un projet incubé l'année dernière. Donc, tu t'impliques aussi, même au-delà je veux dire, du territoire finalement, pour essayer de favoriser la création de projets. oui, c'est vrai que ça, c'est d'ailleurs une dimension dont j'ai pas trop parlé, mais on essaye de développer un peu le côté accompagnement de projet. Bon, on manque de temps pour le faire correctement, mais en fait, ça a commencé pendant le confinement, où en fait, on a reçu de plus en plus de messages de sollicitation de personnes qui souhaitaient lancer des projets à la campagne, culturels, mais pas seulement. Beaucoup de collectifs de personnes assez jeunes et qui n'avaient pas forcément d'expérience à la campagne et qui du coup nous ont contactés pour plein de sujets assez précis sur bah, voilà, toutes les questions de comment gérer l'arrivée, l'accueil par les habitants, et des questions aussi juridiques, des questions financières très précises, à qui s'adresser, à quel type de collectivité, à quel service au sein des collectivités, toutes ces questions-là. Et en fait, ce mouvement, il s'est accentué en 2020, 2021, 2022, ce qui fait qu'à partir de, je crois, fin 2021, oui, c'est ça. Pendant je crois, le deuxième confinement, on a commencé à mettre en place des visios polymorphes, qu'on appelait les rencontres polymorphes. Et là, du coup, on groupait les personnes qui nous avaient sollicité et on répondait à leurs questions tout simplement après avoir représenté un petit peu le projet. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas bah, on n'a pas formalisé un programme ou quoi que ce soit. C'est vraiment au compte-goutte, quoi, en fonction des demandes. On prend 3, 4, 5 personnes et on répond juste à leurs questions. On leur envoie tous les documents dont ils pourraient avoir besoin. Ça peut être des statuts, des dossiers de financement aussi. Ça, c'est quelque chose auquel on a eu le droit, nous aussi, au début, quand on a pris contact avec d'autres associations. Comment faire notre demande de financement à la DRAC, par exemple. Si on n'a jamais vu un dossier DRAC qui a marché, bah, on peut vite se tromper. Et c'est assez chouette aussi de se passer nos dossiers pour savoir comment chacun fait précisément, avec vraiment un exemple. Tu veux dire que les gens qui sont là peuvent écrire à Polymorphe alors avec donc une possibilité peut-être de te revoir en visio pour aller encore plus loin? Bah oui, 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 bien sûr, c'est possible. Bah, en tout cas, on a Stéphanie qui dit ça donne envie de se lancer dans le chat. Et puis on a aussi Charline Roy de France Active qui était connectée et qui dit bravo, c'est très chouette de voir tout le chemin et tous les grands projets à venir et qui sont très fiers à France Active de vous avoir accompagné. Trop sympa. Bon, là, il faut profiter, hein, il est 14h18. Ah, on a Marion de Coco Shaker qui participe dans le chat aussi. Voilà. Et qui dit qu'elle vous a vu pour la première fois à Paris, à RTE. Il a fallu attendre ce moment-là pour se rencontrer physiquement et pas en Auvergne. Ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viendraient peut-être en tout cas, pas dans le chat. Étienne, est-ce que tu avais encore Ouais. quelque chose? Alors moi, j'ai plus de questions malheureusement, je les ai épuisées, mais il y en a eu beaucoup dans le chat qui recoupaient, donc c'était super intéressant. Mais là, je n'ai plus de questions. Après, je me demandais si peut-être Léopold, tu voulais faire un tour d'actu polymorphe. Quels sont vos actus, si vous avez des événements prochainement, ce genre de choses. Voilà. Ouais, oui, oui, c'est Quand est-ce qu'on peut venir sur le lieu? C'est une demande de Sandra, par exemple. Oui, c'est possible. Alors, les visites du lieu, on les organise, on en organise de temps en temps, mais après, la manière la plus simple, c'est quand même de participer aux activités. En fait, les visites de lieu, au début, on en faisait assez spontanément et assez régulièrement, mais pareil, comme le tiers-lieu à la ferme, c'est aussi un lieu de vie. On essaye de mieux concentrer les choses pour mieux gérer la répartition, espace de vie privée, espace de vie publique, même si c'est les deux en soi. Mais on essaye quand même d'avoir des temps calmes. Donc, du coup, maintenant, on groupe les visites. Donc, c'est possible de visiter le lieu. C'est juste pas du jour au lendemain. C'est aussi possible de visiter le lieu à travers, en participant juste à une activité. Ça, c'est un positionnement, je peux peut-être redire quelques mots là-dessus parce que des fois, c'est pas super bien compris, ce que je peux comprendre. C'est que justement, le tiers-lieu à la ferme, c'est espace de vie privée et espace ouvert au public. Et nous, ce qu'on aime dans ce tiers-lieu à la ferme, c'est que c'est justement ce mélange des deux. Parce que ça veut dire que quand les gens viennent chez nous pour participer à des activités, il y a tout de suite cette ambiance, on se sent comme à la maison, parce qu'en fait, on est à la maison et on partage vraiment ça avec les gens. On partage tout notre quotidien, tout notre espace. Et du coup, c'est aussi ça l'idée derrière le projet de ce lieu à la ferme, c'est faire découvrir cette vie à la ferme qui nous a complètement séduits, alors que c'était pas du tout notre environnement naturel, on va dire, entre guillemets. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ce qui veut dire que pour que ça marche, bah, il y a des moments d'ouverture et des moments de fermeture et des respirations pour pouvoir être capable de continuer à offrir ça. Le tiers-lieu de Centrebourg, par exemple, pas du tout la même logique. C'est vraiment là, c'est un équipement public, c'est tout le temps ouvert, c'est un autre type de tiers-lieu. Et alors, je voulais dire autre chose à ce sujet, mais j'ai complètement oublié, je suis désolé. Euh, Peut-être sur donc, les événements ah oui, prochains que vous proposez à Polymorphe? oui. Alors, sur notre programmation 2023, alors déjà, première information, vous pouvez la retrouver en détail sur notre site. Sur la gauche, il y a un petit bouton saison 2023 qui est sur toutes les pages. Donc, comme ça, vous pouvez retrouver en détail. Le premier événement qui peut vous intéresser, c'est le 1er mars. On va lancer l'appel à contribution pour la prochaine revue Polymorphe qui sortira en décembre 2023. Donc là, il sera possible de répondre à cet appel à contribution jusqu'à mi-avril ou début avril. L'idée de cette première phase, c'est on présente le thème. Donc là, le thème, c'est forêt au pluriel. Donc l'idée, c'est de parler des forêts sur plein d'aspects différents, un côté documentaire, informatif, scientifique, journalistique, ou alors ça peut être complètement onirique, artistique, rêvé. Enfin voilà, tout est ouvert. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, gardez l'œil ouvert. À partir du 1er mars, on lance l'appel à contribution. L'idée, c'est que là, à ce stade, les personnes qui sont intéressées par ce thème et qui souhaiteraient contribuer à la revue, ils envoient une note d'intention, donc pas encore un contenu finalisé, pour proposer une intention. Ensuite, nous, on sélectionnera du coup les intentions qui nous semblent pertinentes par rapport au thème ou par rapport au format de la revue et par rapport aux autres intentions qu'on aurait retenues pour qu'on ait une cohérence d'ensemble. Ensuite, une fois que vous avez été retenu, là, vous aurez un référent au sein de l'équipe de l'association qui va vous accompagner pendant toute la création du contenu sur plusieurs, ça peut être sur quelques semaines ou plusieurs mois, ça dépend du type de contenu. Donc, il y aura des allers-retours avec cette personne qui va vous aider à arriver jusqu'à un contenu abouti. Et ensuite, donc, il y a tout le travail d'éditorialisation, de mise en page, et puis la sortie en décembre. Si vous voulez voir plus précisément à quoi ça ressemble la revue Polymorphe, il y a une page dédiée sur notre site. Et le numéro 0 sur le thème des cabanes est disponible en PDF. Si vous allez sur la page de la revue 0 cabane, vous aurez le PDF, ça vous permet d'avoir un aperçu
un peu plus précis, même si c'était un numéro 0, donc un numéro test. Pas exactement la même nature que les numéros qui ont suivi, mais ça vous donnera un aperçu. Ensuite, à partir du printemps jusqu'à l'hiver, on aura pas mal d'ateliers qui vont plutôt être co-organisés avec des écoles, collèges, etc. On a 2 formations cette année qui peuvent être intéressantes. La première, elle sera en juin. Ce sera justement sur la création, la conception de projets d'habitat léger. Un habitat léger, c'est un habitat sans fondation fixe, c'est-à-dire pas de dalle en béton. Et ça peut être des fondations en pneus, en pilotis par exemple. Et l'idée de ce stage qui va durer une semaine, c'est d'aborder toutes les questions juridiques réglementaires pour ce type de projet. Sur quel type de terrain on peut construire ça, comment on peut obtenir des dérogations ou des aménagements pour ce type d'habitat. Il y a aussi toute la question de je veux habiter en habitat léger en collectif, donc comment je gère cette idée de collectif, la prise de décision, etc. La vie en commun. Et puis après, il y aura tout l'aspect prototypage technique, comment je choisis mes techniques de construction en fonction de mes ressources proches, de mon budget. Comment je réfléchis à l'emplacement de mon habitat léger par rapport au paysage, par rapport au terrain dans lequel je vais m'inscrire. En gros, comment on fait un peu une étude paysagère. Parce que l'idée de ce type d'habitat aussi, c'est pas de faire des verrues, mais de faire quelque chose qui s'inscrit dans un paysage. Et puis après, il y aura une activité autour du prototypage. Donc, on va tester des techniques de construction ou tester des emplacements aussi. Donc, cette formation, elle sera animée par l'équipe de l'association. Il y aura une intervention aussi de l'association Amo Léger et une animation du collectif d'architectes avec qui on travaille. On aura aussi au mois de juillet un stage de danse flamenco qui va durer une semaine. Alors là, je vous encourage tous, hein, c'est une danse incroyable. Et, on a souvent le cliché que le flamenco, c'est une danse de couple avec des grosses robes à froufrou et puis l'homme avec sa petite veste. Bon, ça peut être ça, hein, mais ça, c'est plutôt dans les spectacles pour touristes au centre de Madrid. Mais en vrai, c'est aussi une vraie culture populaire, c'est une danse de rue. Et c'est une danse vraiment accessible à tout le monde qui est dansée par des enfants comme des personnes très, très âgées et qui dansent super bien. Et du coup, là, on aura une formatrice qui est vraiment super. Et donc, ça dure une semaine, c'est 4 heures par jour. Et du coup, l'idée, c'est de découvrir la culture flamenco à travers des vidéos, des enregistrements. Et puis après, il y aura toute une partie pratique corporelle. Donc, les pas, les palmas, c'est-à-dire les frapper dans les mains. Travailler sur sa qualité d'écoute aussi de la musique, comment danser en musique. Et puis, comment travailler un petit peu sa présence scénique avec le flamenco, parce que c'est tout à fait adapté, puisque c'est une danse qui est faite pour exprimer ses sentiments à la base. Donc voilà, Ok. donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Tu vas Et donner envie à des gens de venir dans l'Allier, là, de venir passer les j'espère vacances bien, de c'est le but, juillet c'est le but. dans l'Allier, hein. Et, le dernier événement un peu long, donc ça, là je vous parle d'événements à chaque fois, c'est sur une semaine au moins. Donc la formation habitat léger, formation flamenco. Et la dernière formation, ça va être sur l'éco-construction. Et on va se focaliser sur des enduits. Et donc là, c'est un chantier participatif où on va apprendre à faire des enduits d'argile et de chaux, justement dans la grange qu'on est en train de finir de rénover. Et ça va être fin juillet, début août. Ça dure une semaine. C'est pareil, là, si vous venez de loin, vous êtes là aussi hébergé, nourri, logé. Donc, il y a un tarif pension complète, en gros. Et c'est vivre à la ferme tous ensemble pendant une semaine. On ne fait pas que du chantier, pas que de la construction toute la journée. L'idée, c'est vraiment d'intégrer la technique et puis aussi profiter d'être à la ferme pour profiter du cadre, aller voir les moutons, se balader, aller voir aussi des spectacles, aller voir d'autres associations du coin, enfin un peu découvrir aussi la vie culturelle locale qui est quand même assez riche, surtout en été.
Bah, merci beaucoup, Léopold. C'était vraiment super riche et j'espère que ça aura donné envie à plein de gens de venir découvrir Polymorphe en vrai, de venir en Auvergne, parce qu'on avait pas mal de personnes hors du territoire. Moi, j'ai envie de profiter, comme il est 14h29, pour dire aussi que Coco Shaker, on a une journée porte ouverte le 2 mars. Donc, ça arrive assez vite. Si vous avez envie de venir découvrir nos bureaux à Clermont-Ferrand et surtout rencontrer des porteurs de projets qui montent leurs projets en ce moment, donc dans le cadre de la promotion expérimentation, vous pouvez les rencontrer donc le jeudi 2 mars. Et on avait eu des questions dans le chat justement par rapport à des gens qui ont des projets, d'avoir des retours ou autres. J'ai donné le lien vers Bardane, qui a une pépinière de tiers-lieux en ruralité. Donc, ça peut être intéressant à creuser. Et du coup, après, à Coco Shaker, on a aussi différents rendez-vous. Et j'ai mis le lien vers notre agenda pour les porteurs de projets qui auront envie donc, de pouvoir échanger un peu plus en détail. On a un événement, un atelier le 22 février, donc la semaine prochaine, et une rencontre porteur de projet le 23 février. Étienne, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi sur les événements. Dire à nouveau merci à tous les participants, toutes les participantes pour être venus aujourd'hui et pour avoir posé toutes ces questions super intéressantes. Et remercier encore une fois Léopold, parce que comme le dit Sandra dans le chat, c'est vraiment super inspirant et motivant pour faire plein de projets, d'avoir ces retours d'expérience. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de conférences inspirantes, donc ça fait plaisir. Oui, et merci pour la transparence. En effet, je pense Merci. que ça a été noté de pouvoir avoir ce retour aussi authentique. Voilà, je pense que c'est ce qui est aussi le plus précieux. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas, donc je vois qu'il y avait une question pour s'inscrire en fait tous nos événements à Coco Shakers. Nous, c'est hello@cocoshaker.fr. Donc c'est assez facile. Et sinon, sur notre site internet cocoshaker.fr, vous retrouvez toutes les informations. Encore merci à tous pour votre présence, votre participation et merci à Léopold. Vraiment, c'était super. On vous dit bonne journée à tous et une bonne fin de semaine. Ouais, merci beaucoup, hein. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Au revoir. Merci à Bon après-midi à tous. tous, à bientôt.